Louis XIV, roi de France par la volonté de Dieu, souverain absolu. Il meurt en 1715. Il laisse derrière lui un pays fort, organisé. Les mœurs se sont adoucies et partout, on construit. Par rapport au siècle passé, le progrès est énorme. Les grandes famines ont disparu de France, qui est de loin le pays le plus peuplé d'Europe. Mais combien d'injustices encore ? Les nobles, environ 1% de la population, possèdent la majorité des terres. Le clergé catholique bénéficie de grands privilèges. Ceux qui travaillent, les bourgeois des villes, les paysans des campagnes, sont inférieurs par la loi. Ce tiers-État supporte tous les impôts, toutes les charges. Chacun peut être emprisonné sur une simple lettre de cachet du roi. Et il est légal d'employer la torture pour faire avouer les supposés coupables. La France est loin d'être l'exception. Certains pays comme l'Angleterre et la Hollande ont développé des libertés individuelles, mais restent très inégalitaires. Ailleurs, en Europe, règnent des pouvoirs autoritaires. Au centre et à l'est du continent, nombre de seigneurs maintiennent un ordre féodal. Dans des pays du Sud, l'Inquisition fait régner d'une main de fer la justice religieuse. Pour beaucoup, c'est l'état normal, éternel des choses. Mais certains s'interrogent. Des philosophes remarquent que ce qui est vérité ici est totalement inconnu ailleurs. Les Européens connaissent maintenant les Persans, les Chinois, les Japonais. Autant de coutumes, de religions, de systèmes politiques différents. Alors, les dogmes absolus le sont-ils vraiment ? Et puis on explore l'histoire. On redécouvre qu'il existait il y a bien longtemps, à Athènes, un système qui s'appelait la démocratie. Un système où le peuple choisissait ses dirigeants. De quoi ébranler les certitudes établies. Montesquieu, un noble de province, va exprimer la transformation immense qui se fait alors dans les esprits. Il imagine les aventures et les surprises du persan Usbek en Occident. Dans ses lettres persanes, pour la première fois, le regard change. L'Europe est vue de l'extérieur. On prend du recul. Ce qui était absolu devient relatif, ouvert à la discussion. Montesquieu va bientôt aller plus loin et réfléchir sur une question centrale, le pouvoir. Dans l'esprit des lois, il explore les différents systèmes connus, la République, la monarchie, le despotisme. Pour Montesquieu, il faut surtout éviter la tyrannie. Et pour cela, il propose la séparation des pouvoirs entre ceux qui font les lois, ceux qui les mettent en œuvre et ceux qui jugent. Des idées incroyablement nouvelles à l'époque du roi absolu de droit divin. Dans toute l'Europe, d'autres se posent aussi des questions. En Angleterre, le philosophe Hume réfléchit à un nouveau type de gouvernement, un gouvernement sans dogme, soucieux du bien concret du peuple et surveillé par une presse libre. En Allemagne, Kant essaie de repenser la morale. Pour lui, une action est bonne si on voudrait la voir s'étendre à tout l'univers. Il envisage qu'une paix perpétuelle puisse être un jour instaurée dans le monde entier. Partout en Europe, c'est le même enthousiasme pour comprendre le monde, le repenser et ouvrir de nouvelles perspectives. Une nouvelle curiosité, un nouvel optimisme se répandent. Une nouvelle foi dans les lumières qu'offre la raison. Pour les Anglais, c'est The Enlightenment. Pour les Allemands, Die Aufklärung. Toujours cette idée de lumière et de clarté. Dans cette vague européenne, la France occupe une place centrale. Les idées les plus radicalement nouvelles y sont proposées. Ici se livrent les plus dures batailles entre les philosophes des Lumières et leurs opposants. Des batailles qui culminent à la fin du siècle par la Révolution française.
Nous sommes en 1749. Le château de Vincennes est une prison. Parmi les détenus, il y en a un que l'on surnomme par dérision Socrate. Ce prisonnier a un tel besoin d'écrire qu'il écrase des bouts d'ardoise pour en faire de l'encre et utilise un cure-dent comme plume. Ce prisonnier écrivain s'est donné une mission: rassembler toutes les connaissances en un grand ouvrage, les sciences comme les techniques, diffuser largement ses savoirs pour que se répandent les progrès et une nouvelle façon de penser, basée sur la raison. Diderot a alors 36 ans. Dès sa sortie de prison, il se lance dans cette folle entreprise qui va occuper les 20 prochaines années de sa vie. Tout est prévu. Il faut de l'argent et une souscription est lancée. Un prospectus publicitaire explique le projet. Réaliser un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il faut une autorisation légale. Des éditeurs viennent d'obtenir un privilège royal pour traduire un dictionnaire technique anglais. Une protection idéale pour Diderot, qui vient d'être incarcéré pour ses idées sur le développement de la vie. Une protection d'autant plus nécessaire qu'il a en tête un projet bien plus ambitieux qu'un simple ouvrage technique. Il veut pouvoir examiner tous les domaines en utilisant les armes du bon sens et de la raison. Comme il le dit, il s'agit de changer la façon commune de penser. Diderot fait équipe avec le scientifique d'Alembert et réunit autour de lui les esprits les plus brillants de l'époque. Montesquieu, Voltaire, Rousseau participent à l'ouvrage. Pour organiser cette immense entreprise du savoir, ils établissent un arbre de la connaissance. Tous les domaines, jusqu'au plus précis, sont classifiés, des différentes matières constituant le monde aux différents types de spectacles. Le lecteur pourra rapidement trouver le passage qui l'intéresse. Le premier tome sort rapidement. Et dès la première page, l'esprit libre des auteurs apparaît. C'est une dédicace au ministre d'Argenson, celui qui a permis à Diderot de sortir de prison. Diderot et d'Alembert la signent, vos très humbles et obéissants serviteurs. Des manières bien dans l'esprit de l'Ancien Régime. Mais les deux auteurs signalent dès les premières lignes leur façon de penser. L'autorité suffit à un ministre pour lui attirer l'hommage aveugle et suspect des courtisans, mais elle ne peut rien sur le suffrage du public. Diderot signifie à Monseigneur d'Argenson qu'il le respecte pour ce qu'il est et non pour son pouvoir. L'ouvrage avance à grands pas. L'optique et l'astronomie, la géographie, la géométrie, les mathématiques, la médecine, les méthodes agricoles, l'artisanat, les arts du bâtiment et même les métiers de la coiffure. Tout ce que les hommes peuvent penser, connaître et faire s'assemble grâce à l'énergie de Diderot. Mais ce chef d'orchestre de la connaissance veut aussi insuffler ce qui a permis au savoir de se constituer. La liberté pour chacun de raisonner par soi-même. Alors, l'encyclopédie attaque le fanatisme. C'est un zèle aveugle et passionné qui naît des opinions superstitieuses et fait commettre des actions ridicules, injustes et cruelles. Les auteurs réfléchissent aussi sur l'autorité. L'autorité suppose du mérite dans celui qui l'a. Nous sommes à l'époque de la monarchie absolue de droit divin, et les encyclopédistes commencent leur article politique par « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. » Et ils poursuivent « La liberté est un présent du ciel, et chaque individu a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de raison. » C'est un nouvel horizon qui est proposé à l'humanité. Abolir l'esclavage, la superstition, le vice et le malheur. En 1757, ce sont déjà 7 volumes qui sont publiés et rencontrent le succès. Mais certains milieux s'indignent. De puissants ordres catholiques condamnent l'encyclopédie, accusés de saper l'autorité religieuse. L'arbre des connaissances place à son sommet
l'entendement, c'est-à-dire la compréhension et la raison humaine. Pour les ordres religieux, c'est Dieu qui aurait dû être placé en haut. Le pape intervient, met l'encyclopédie à l'index, c'est-à-dire interdit sa lecture et sa possession. En 1759, le privilège royal qui autorise l'œuvre est supprimé. Le Parlement condamne tous les exemplaires de l'encyclopédie à être brûlés. Des hommes en armes saisissent les manuscrits et les copies. Des années de travail semblent perdues. Mais Diderot lance la contre-attaque des encyclopédistes. Il confie à un magistrat haut placé et insoupçonnable, Malesherbes, des copies à cacher. Voltaire s'indigne. Déjà 7 volumes avaient paru. On les traduisait en italien, en anglais, en allemand, en hollandais. Et ce trésor, ouvert à toutes les nations, parlait français. Madame de Pompadour, l'amie du roi, manœuvre dans les couloirs du pouvoir. À l'issue d'une formidable bataille d'influence, l'encyclopédie est sauvée. Diderot a échappé à un retour à la prison de Vincennes, mais il a perdu son ami, d'Alembert, qui préfère renoncer. Pas question pour Diderot qui vient de trouver une nouvelle ruse pour continuer l'encyclopédie. Faire imprimer les prochains chapitres en Suisse, où ni le pape, ni le roi de France n'ont autorité. Ou plutôt faire semblant. En vérité, l'encyclopédie continuera à être imprimée en cachette à Paris. En 1765, ce sont 10 nouveaux volumes qui sont édités. Malgré les interdictions, le succès de l'ouvrage s'amplifie. L'encyclopédie sera plusieurs fois rééditée et aidera étudiants, scientifiques, artisans, architectes à réaliser leurs projets. Avec sa volonté de tout décrire, Diderot a considéré son ouvrage comme inachevé. Pourtant, il avait bien atteint son but. L'encyclopédie rassemble l'essentiel des connaissances de son époque. Elle propage l'esprit de curiosité, l'envie d'apprendre et de raisonner par soi-même. Nous sommes près de Genève, dans le village de Ferney. Tout ici a été modelé par Voltaire. Il a fait construire ses bâtiments, réalisé des travaux pour desservir tout le village en eau. Ces champs étaient auparavant des marais qu'il a fait assécher. Curieux travail pour un intellectuel, un philosophe, puisque c'est ainsi que l'on connaît Voltaire. Mais quand on découvre sa façon de penser, ces grands travaux deviennent juste l'aboutissement logique d'une philosophie. En 1759, juste avant de s'installer ici, Voltaire a fait publier Candide, sans doute la clé pour comprendre son auteur. Première surprise, le livre aurait été écrit par un certain monsieur Ralph, un Allemand. C'est bien sûr un camouflage pour Voltaire, qui a de bonnes raisons de craindre la censure pour ses idées. Deuxième camouflage, il parle à travers son héros, Candide, non pas un grand théoricien, mais un jeune homme à l'esprit simple. Comme Voltaire autrefois, Candide se retrouve jeté sur les routes de l'exil. Et comme lui, le jeune Candide découvre les horreurs du monde, les guerres, l'esclavage. Avec naïveté, Candide se demande si tout ceci est bien juste et raisonnable. Voltaire met alors en scène un deuxième personnage, Pangloss, celui qui est censé tout savoir. Quels que soient les malheurs, Pangloss répond invariablement à Candide « Tout est bien, dans le meilleur des mondes possibles. » Derrière cet humour noir perce la froide colère de Voltaire contre tous ceux qui proposent de ne rien changer à un monde d'injustice. Candide conclut qu'il vaut mieux cultiver son jardin, et Voltaire se lance dans les travaux de Ferney. Pour Voltaire, Ferney est la preuve que le monde peut être amélioré et rendu agréable.
Il suffit d'y travailler. Voltaire a pour vrai nom François Arouet. C'est un enfant de la moyenne bourgeoisie, talentueux et plein d'envie. Il s'introduit dans la noblesse, mais sa mauvaise habitude de dire ce qu'il pense le conduit à la prison de la Bastille. À 32 ans, il y a déjà séjourné 2 fois. Dès sa libération, Voltaire part pour l'Angleterre. Il est séduit par ce pays en pleine expansion, où des droits sont reconnus à tous, où le commerce et le travail sont encouragés. Cette expérience renforce son hostilité vis-à-vis de la noblesse. Dans ses lettres anglaises, il s'interroge. Je ne sais lequel est le plus utile à l'État. Un seigneur bien poudré, qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave, ou le négociant, qui enrichit son pays et contribue au bonheur du monde. La publication du texte en France amène Voltaire ici, à Cirey, dans le nord-est du pays. C'est que Voltaire, revenu dans sa patrie, est vite recherché pour ses écrits outrageants. Il veut à tout prix éviter de retourner à la Bastille. Il est accueilli par son amie, Émilie du Châtelet, une mathématicienne et philosophe au tempérament aussi libre que le sien. Le couple vit dans ce château, à Cirey, qui est heureusement hors de la juridiction française. Devenu entre-temps un homme d'affaires avisé et fortuné, Voltaire rénove le château et se fait construire ce bâtiment. À l'entrée sont sculptés les symboles de tout ce qui lui tient à cœur. Les sciences, les arts, la mer, source de la vie. Un peu plus loin, Voltaire a aménagé un petit théâtre. Il y fait répéter des pièces qui triomphent à Paris, où par prudence, il se garde bien de mettre les pieds. Outre le théâtre, Voltaire se passionne pour la science. Il diffuse les idées d'Isaac Newton, qui a découvert comment la gravitation universelle explique le mouvement des planètes. Il explore le passé et prépare son essai sur les mœurs, qui va révolutionner l'histoire. Il ne s'agit plus seulement de connaître la vie des grands hommes, mais de découvrir l'évolution des sociétés dans le monde entier. Voltaire est aussi auteur de contes philosophiques comme Microméga, où il imagine le voyage d'extraterrestres de l'étoile Sirius vers la Terre en passant par Saturne. Mais Voltaire aime aussi s'engager directement dans les affaires du monde. Sa première expérience a lieu à Berlin, où il conseille le roi Frédéric de Prusse, sans grand succès d'ailleurs. Plus tard, il réagit à la grande catastrophe naturelle de son époque, le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. En quelques minutes, 30 000 personnes périssent. Voltaire est abasourdi par l'ampleur de la catastrophe. Il est révolté par ceux qui y voient une vengeance du ciel. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime. Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants? Et il est épouvanté par la condamnation à mort de soi-disant coupables des tremblements de terre. L'année suivante, les puissances européennes entrent en guerre les unes contre les autres. Voltaire active les contacts qu'il a dans toutes les cours d'Europe pour négocier secrètement une paix. C'est encore un échec. On comprend mieux maintenant le fameux « il faut cultiver son jardin » de Candide. Voltaire se sent impuissant devant la folie des hommes. Alors, il se passionne pour son village, Ferney. Retiré du monde, maintenant âgé, il aspire à la tranquillité. Mais face aux injustices, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Lorsque Jean Calas, un protestant accusé à tort, meurt sous la torture, Voltaire mène une véritable contre-enquête, prouve l'innocence du condamné, le fait réhabiliter. Scandalisé par ces cruelles erreurs judiciaires,
il multiplie les interventions en faveur des victimes et publie le traité sur la tolérance. Il y place ses espoirs sur la raison, qui, dit-il, éclaire lentement mais infailliblement le peuple. Voltaire a maintenant 83 ans. Il songe à revenir à Paris mais a peur de l'accueil qu'il pourrait recevoir. Finalement, il se décide alors que la Comédie Française joue sa dernière tragédie. La réception de la foule le stupéfie. Il est acclamé, porté en triomphe. Quelques mois après, il meurt, mais la polémique continue. Certains veulent que sa dépouille soit jetée à la fosse commune. Son neveu, un prêtre, doit manœuvrer pour lui assurer un enterrement digne. Mais le 11 juillet 1791, la France de la Révolution fait entrer Voltaire au Panthéon, dans une ambiance survoltée. Alors qu'il a dû si souvent fuir son pays, Voltaire devient la figure la plus marquante du XVIIIe siècle français. Parmi les philosophes du XVIIIe siècle, il en est un qui occupe une place à part, Jean-Jacques Rousseau. Au salon mondain, il préfère la vie simple des campagnes, la nature et souvent la solitude. Rousseau a développé une pensée très personnelle, qui lui vaudra son lot d'ennemis de son vivant, mais qui influencera de nombreux mouvements jusqu'à nos jours. C'est à Genève, dans un milieu modeste, que Rousseau voit le jour. Orphelin dès sa naissance, apprenti artisan dans son jeune âge, Jean-Jacques Rousseau a essentiellement appris par lui-même. C'est par la musique que Rousseau va rencontrer les philosophes. Il est compositeur. Il a écrit des opéras et même inventé un nouveau système de notation de la musique. En 1743, le jeune Rousseau, venu à Paris, se met à collaborer à l'Encyclopédie. Il écrit les articles sur la musique et devient l'ami de Diderot, le rédacteur de l'ouvrage. Lorsque Diderot est emprisonné à Vincennes, Rousseau lui rend visite. Et c'est sur le chemin de la prison que lui vient l'intuition qui va être au cœur de son œuvre. Il se dit que la société essaye de rendre l'homme meilleur. Pour cela, elle n'hésite pas à utiliser la contrainte parce qu'il faudrait éloigner l'être humain de sa nature qui serait mauvaise. Et si on faisait fausse route? Et si l'homme était naturellement bon? Et si toutes les tentatives pour dénaturer l'homme ne faisaient qu'engendrer la perversion, l'hypocrisie et le vice? C'est en 1750 qu'il rend public pour la première fois ses idées. Dans un concours pour l'Académie de Dijon, il publie son discours sur les sciences et les arts. Il conclut que la vertu est la science sublime des âmes simples. Pour lui, l'excès de connaissances, de discours, de théories éloigne l'homme de sa nature et conduit au déclin. 5 ans plus tard, dans son discours sur l'inégalité, Rousseau montre le côté sombre du progrès. Si l'agriculture et l'industrie ont apporté des biens, elles ont aussi forcé les hommes à s'organiser. Et cette organisation s'est faite jusqu'à maintenant par la propriété, les hiérarchies, l'inégalité. Dans cette société de contraintes, la liberté et la vertu naturelle de l'homme ont reculé. Avec le succès de ces 2 ouvrages, Rousseau devient célèbre et suscite la polémique. Certains s'enthousiasment, d'autres l'attaquent férocement. Voltaire, toujours moqueur, se demande si Rousseau ne veut pas nous faire revenir au temps où on marchait à 4 pattes. C'est que Rousseau s'éloigne maintenant des autres philosophes des Lumières. Comme eux, il conteste les injustices de son époque. Pour lui aussi, la loi naturelle veut que les hommes soient libres.
Mais là où les autres ont un esprit de réforme, Rousseau projette tout simplement de créer une société radicalement différente. Un monde dans lequel l'homme retrouverait sa liberté et son bonheur originel. Pour réaliser cette utopie, il propose en 1761 le contrat social. Les hommes sont libres et égaux. Le peuple est souverain. Pour rendre possible la vie en société, les hommes acceptent de renoncer à une partie de leur liberté par des lois qui expriment la volonté générale. Le peuple garde toujours l'autorité suprême. Un peuple qui a le droit et même le devoir de refuser toute tyrannie. Pour que cette nouvelle société apporte le bonheur espéré, Rousseau sent bien qu'il faut former les citoyens, les préparer à assumer la liberté retrouvée. D'où la révolution éducative qu'il propose dans l'Émile. Les méthodes autoritaires qui ne visent qu'à dresser sont récusées. L'éducateur s'appuie sur le développement spontané de l'enfant, sur sa curiosité naturelle. Il faut orienter et non contraindre. L'observation directe de la nature, le questionnement personnel sont privilégiés et l'élève apprend à apprendre par lui-même. La publication de ces deux ouvrages, coup sur coup, épuisa Rousseau. Les imprimer fut une épreuve semée d'embûches. Les retards s'accumulaient. Un passage de l'Émile où il évoquait une religion naturelle est condamné en France. Il doit fuir et trouve refuge dans le village suisse de Motier. Sa querelle continue avec Voltaire, lui inspire le dégoût. Sa vie sentimentale le déçoit. C'est près de cette cascade qu'il vient souvent trouver l'apaisement dans la solitude. Il commence alors une nouvelle vie d'écrivain. Après le philosophe, apparaît le poète qui explore sa vie et ses sentiments. Il publie les Confessions, la première autobiographie moderne. Dans ce qu'il appelle une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, il décide de tout dévoiler de son être intérieur, de dire toute la vérité. Le scandale est encore au rendez-vous. On s'indigne de son impudeur, de cette nouvelle manière de raconter ses sentiments et son imaginaire. Me voici donc seul sur la terre. Ainsi commence son dernier ouvrage, Les rêveries du promeneur solitaire. Loin d'être désespéré, Rousseau semble ici pourtant apaisé. Ayant renoncé à tout, sauf aux plaisirs les plus simples, il décrit la profondeur de son contact avec la nature, les infinies subtilités que fait naître un paysage, ou l'ondulation de l'eau. En 1778, il meurt. Souvent incompris de son vivant, l'œuvre de Rousseau aura une immense répercussion. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inspirée par son contrat social. Mais l'apport le plus original de l'ancien petit apprenti de Genève est d'avoir replacé le bonheur humain, tel qu'il est vécu et ressenti, au centre de la philosophie.